Alors mes 5 parties sont très inégales, donc les autres seront plus... Non, la deuxième est longue, mais les 3 autres sont beaucoup plus courts. Mais ça ne sera pas pour ce soir, je vous rassure. On a perdu la moitié des gens. Non, voilà. Oui, il y a une deuxième séance le 25 mars qui concerne aussi la fiscalité. Puis ensuite, la troisième, ça sera consacré au contrôle fiscal, mais ça sera, je crois que c'est le 29 avril, c'est beaucoup plus tard. Puisque le contrôle fiscal, nous l'appliquerons lors de la session intensive, c'est-à-dire qu'il se déroulera un samedi matin, soit le 18, soit le 25 mai, selon les groupes. Voilà, où on appliquera effectivement à la fois la partie sur le droit de l'entreprise en difficulté, que vous traitera Paul Le Floch un peu plus tard aussi, et la partie sur le contrôle fiscal. Voilà, donc nous allons aborder cette deuxième partie que je voulais consacrer aux obligations des entreprises, aux ressources publiques. Et là, on arrive au stade de l'entreprise. Évidemment, on quitte la sphère de l'État. On a parlé donc des sources dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais parler du contenu de l'obligation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'obligation fiscale pour l'entreprise. On a plusieurs choses. D'abord, la structure et ensuite le fonctionnement de l'entreprise. Et je vais déjà parler du fonctionnement parce que je voudrais tout de suite aborder un gros morceau qui est la TVA. Et je voudrais l'aborder tout de suite. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que la séance la numéro 5 de TD sera consacrée à la TVA et elle risque de tomber avant le 25 mars. Ça serait dommage que vous appliquiez ça en TD sans qu'on l'ait traité ici. Donc nous allons attaquer par la TVA, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'entreprise est concerné par plusieurs types d'impôts. Un que nous allons aborder tout de suite, donc l'impôt sur la dépense, c'est la TVA. Donc cet impôt sur la dépense, la TVA. Un deuxième type de taxation qui concerne l'imposition des résultats. Et ça, j'insisterai sur ce sujet probablement la fois prochaine. L'imposition des résultats, c'est soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Oui, une entreprise peut évidemment avoir des résultats taxés à l'impôt sur le revenu, bien sûr, et pas uniquement lorsqu'elle est entreprise individuelle. Nous examinerons cette hypothèse-là. Et puis, la troisième chose, c'est le régime des plus ou moins values, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise cède les éléments de son actif, eh bien, elle peut être amenée à payer une imposition sur la plus-value qu'elle réalise. Ce n'est pas un impôt spécifique, c'est une taxation à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, mais parfois à un taux qui lui est spécifique. Ce n'est parfois pas le même barème, le même taux, bien que maintenant les plus-values soient quasiment toutes soumises au taux normal de l'impôt sur les sociétés, du moins pour les sociétés qui y sont assujetties. Voilà. Je voudrais que nous commencions tout de suite par l'impôt sur la dépense, c'est-à-dire la TVA. Alors je vous disais tout à l'heure, au tout début, que quasiment 75% des recettes fiscales de l'État reposaient sur les entreprises, et je vous disais à propos de la TVA, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que reposer sur l'entreprise ne veut pas dire nécessairement est supporté par l'entreprise. La TVA, normalement, est un impôt qui frappe le consommateur final d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire que, en principe, elle est neutre pour l'entreprise. Même si c'est l'entreprise qui va servir de collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Du moins, dans certains cas. Voilà pourquoi je disais que ça repose sur l'entreprise, mais ça n'est pas nécessairement à sa charge. Alors, ce qui est important de voir en matière de TVA, c'est que nous avons des principes spécifiques, que nous avons 3 régimes de TVA différents depuis 1993. Avant, il n'y en avait que 2. On en a ajouté un autre. Le premier
que nous allons voir un petit peu plus dans le détail, c'est le régime de la TVA interne. Ce sont les opérations franco-françaises. Le deuxième, c'est celui de la TVA intracommunautaire, c'est-à-dire les opérations entre pays membres de l'Union européenne. C'est ce régime qui est le plus récent puisqu'il a été mis en place au 1er janvier 1993. Et puis, un autre régime qui se trouve être celui des exportations, qui lui est aussi plus ancien, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est une exception importante, c'est donc un régime spécifique à lui tout seul. Et puis, on a à côté de ces trois régimes différents, j'évoquerai le cas que nous aurons aussi dans la 5e fiche, sur le cas des assujettis partiels à la TVA, où là, évidemment, ça change tout, puisque ça veut dire qu'une entreprise qui est un assujetti partiel, mais j'y reviendrai dans un instant, n'est plus seulement un collecteur de TVA pour le compte de l'État, mais supporte elle-même aussi une fraction de la TVA. C'est-à-dire qu'elle en paye le coût. Et là, c'est tout à fait différent. Voilà un petit peu ce que je voudrais évoquer maintenant concernant la TVA. Alors, commençons par le régime interne. C'est le plus ancien. Vous savez que la TVA, faut-il s'enorgueillir de la chose ou pas, je n'en sais rien, est une invention française. On l'attribue à Valéry Giscard d'Estaing, il semblerait que ce soit quelqu'un de son cabinet lorsqu'il était ministre des Finances qui l'ait inventée, peu importe. Mais depuis, elle a été effectivement reprise par quasiment tous les pays européens. Il y a un grand pays qui ne connaît pas de système de TVA, ce sont les États-Unis, puisque la fiscalité indirecte aux États-Unis est fondée sur d'autres principes, elle est fondée sur l'existence de taxes spécifiques par État et par type de produit. Donc c'est un fondement qui est tout à fait autre, il n'y a pas une taxe générale sur la consommation. Mais le principe de la TVA est depuis repris pratiquement par tous les pays européens. Le principe interne, c'est celui de la déduction impôt sur impôt. Voilà, c'est lâché. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans l'ordre interne français, un fournisseur d'un bien ou d'un service, peu importe, va facturer à son client, outre le prix et prestations convenues, bien entendu, de la TVA, dont le taux normal est de 19,6 actuellement. C'est-à-dire que pour une prestation de 100, eh bien, je vais envoyer à mon client une facture dont le montant de TVA sera de 19,6, donc de 119,6. Ensuite, il appartiendra, moi, on va me payer 119,6, il m'appartiendra de verser au trésor public les 19,6 que j'ai collectés. En fait, ces 19,6, je les ai collectés pour le compte du Trésor et pas pour mon compte personnel, contrairement au prix de vente hors taxe de mes produits ou de mes services, qui là est pour moi. J'ai collecté ces 19,6 pour le compte du Trésor, et il m'appartiendra ensuite, lorsque je vais déposer ma déclaration de TVA, de verser au Trésor ce que j'ai collecté. Et là, je vais faire une petite opération qui effectivement explique que je vous parlais de déduction impôt sur impôt. C'est qu'avant de verser ces 19,6 au Trésor, eh bien, je vais imputer dessus la TVA que mes fournisseurs m'ont à leur tour facturée. Parce que si moi, je facture de la TVA à mes clients, mes fournisseurs de biens et de services me facturent aussi de la TVA, évidemment. Eh bien, si on m'a facturé effectivement 10 de TVA, eh bien, ma déclaration de TVA, ça va être TVA collectée pour le compte du Trésor 19,6, TVA payée à mes propres fournisseurs, donc déductible 10, je vais donc devoir faire un règlement de 9,6 au Trésor, à l'appui de ma déclaration de TVA que je vais déposer, qui est en principe mensuelle, c'est-à-dire qu'on groupe toutes les opérations du mois, et pour, en gros, le 15 ou 20 du mois suivant, je dois déposer ma déclaration et payer la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible que j'ai payée à mes fournisseurs. Voilà pourquoi on parle du principe de la déduction impôt sur impôt. De l'impôt que j'ai collecté sur mes clients
je déduis la TVA, l'impôt que j'ai payé à mes fournisseurs, et je paie la différence. Et la différence entre ce que je facture à mes clients et ce que m'ont facturé mes fournisseurs, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la valeur ajoutée de l'entreprise? Eh bien, on a bouclé la boucle puisqu'on a bien calculé une taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est le principe, du moins. Alors, après, ce principe, il a quelques déclinaisons, quelques conditions d'application, quelques critères, et il a des exceptions aussi, surtout. Les notions en matière de TVA, on va se poser la question, quand je dis on, c'est le Code général des impôts qui nous guide pour le faire, je ne l'invente pas, de savoir quand est-ce que ça doit se produire, tout ça. Quels sont les événements qui déclenchent des obligations de l'entreprise au regard de la TVA? Et là, nous avons deux notions tout à fait spécifiques à la TVA, que nous reverrons lorsque nous traiterons de ce sujet en TD, c'est la notion de fait générateur et d'exigibilité. Le fait générateur et l'exigibilité sont deux notions tout à fait propres à la TVA. On ne les retrouve pas en matière d'impôt sur les sociétés, on ne les retrouve pas en matière d'impôt sur le revenu. Et elles visent à déterminer, pour la première, le fait générateur, quelle est l'opération qui va déclencher une obligation de l'entreprise au regard de la TVA, une obligation fiscale, au regard du trésor public. À partir de quel moment? J'ai réalisé un service, parce que je suis une entreprise de prestation de services, j'ai vendu un bien parce que je vends des biens, eh bien, quel est le moment? Est-ce que c'est la commande? Est-ce que c'est la livraison? Est-ce que c'est la facturation? Est-ce que c'est le paiement du prix? Voilà les points sur lesquels on va s'interroger pour savoir à quel moment le curseur se situe, à quel moment intervient le fait générateur, à quel moment intervient l'exigibilité. Donc le fait générateur, c'est l'événement qui va déclencher l'obligation fiscale de l'entreprise, et l'exigibilité, c'est clairement le moment où je vais devoir, en gros, faire le chèque. Ou le règlement, en tout cas, de la TVA. En matière de livraison de biens, les deux sont confondus sur le même événement. C'est-à-dire que si mon entreprise est une entreprise de négoce, que je livre des biens, ou que je produis, je ne sais pas, des machines, que je vends ces machines, eh bien, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont confondus au moment de la livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des conséquences importantes. Ce n'est pas qu'une théorie fiscale, certes, c'en est une, mais ça a des conséquences importantes pour mon entreprise. À moi, ensuite, d'adapter ma gestion de l'entreprise par rapport à ces contraintes fiscales. Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. On examinera ça de plus près. Pourquoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai livré une machine, un bien, une cargaison, peu importe quoi, selon l'activité de mon entreprise, à partir du moment où je l'ai livré, le fait générateur est intervenu, l'exigibilité est intervenue. Ça veut dire que si aujourd'hui, le 4 mars, je livre un bien, eh bien, je devrais payer au Trésor la TVA au titre des opérations du mois de mars. C'est-à-dire que entre le 15 et le 20 avril, quand je vais devoir déposer ma déclaration de TVA des opérations du mois de mars, je devrais payer la TVA sur cette opération que j'ai faite aujourd'hui. Ça veut dire que peu importe les autres événements qui se sont produits. Les autres événements, ça peut être quoi? Est-ce que j'ai envoyé la facture? Est-ce que je n'ai pas envoyé la facture? Est-ce que j'ai été payé? Est-ce que je n'ai pas été payé? C'est totalement indifférent au regard de la TVA. Voilà l'effet du fait générateur et de l'exigibilité. L'événement qui déclenche mon obligation vis-à-vis du Trésor public, c'est-à-dire le fait générateur, c'est la livraison. Et quand est-ce que je dois la payer? L'exigibilité, c'est aussi à la livraison, donc je vais devoir la payer au titre des opérations du mois de mars. Si j'ai accordé 90 jours de délai de paiement à mon client, ça veut donc dire très clairement que je vais devoir payer la TVA au Trésor avant que mon client me l'ait payé. Voilà pourquoi je disais, il va y avoir bien sûr des préoccupations à prendre en compte dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Je sais que si j'accorde un délai de paiement à mon client qui est supérieur à, par rapport à aujourd'hui, le 15 ou 20 avril, je vais devoir, moi, payer la TVA au Trésor, donc faire l'avance de cette TVA avant que mon client me l'ait payé. Et l'envoi de la facture, c'est indifférent, la commande complètement aussi.
le paiement du prix complètement également, en matière de livraison de biens. Voilà, donc ça vaut le coup quand même, effectivement, de se pencher sur la question avant de mettre en place une politique de gestion et éventuellement de délai de paiement. Deuxième chose, les prestations de services. Si maintenant, au lieu de livrer des biens, je réalise des prestations de services, alors ça peut être tout, de la prestation informatique, de l'expertise comptable, un avocat, ça peut être n'importe quoi. Là, je vais avoir deux événements qui vont être distincts, ils ne vont pas être confondus sur le même événement. Le fait générateur en matière de prestation de service, ça sera la reddition de la prestation. J'ai effectué la prestation, le fait générateur est intervenu. Alors, quand j'ai rendu la prestation, reddition. Quand j'ai rendu la prestation, le fait générateur est intervenu. Si je suis intervenu aujourd'hui, le fait générateur intervient aujourd'hui, 4 mars. Par contre, l'exigibilité n'est pas au même moment. L'exigibilité, elle intervient au moment du paiement du prix. Et vous le voyez là, évidemment, on a deux événements distincts qui déclenchent deux conséquences fiscales différentes. Si j'ai rendu la prestation aujourd'hui, le fait générateur est intervenu. Par contre, l'exigibilité n'étant pas intervenue, je sais que je vais devoir payer une TVA, mais je ne la dois pas tout de suite. Je la devrai lorsque je serai payé du prix. Ça veut dire qu'on la déclare le mois où on a donné la prestation et que l'on paye, je ne sais pas, 2-3 mois après? Non, ça veut dire qu'on va la déclarer au moment où l'exigibilité intervient. C'est-à-dire que si je rends ma prestation aujourd'hui et que je vais être payé du prix parce que j'ai accordé un délai de paiement à 60 jours, je suis payé dans 60 jours, fin de mois par exemple, c'est-à-dire fin avril, eh bien je vais la déclarer au titre des opérations du mois d'avril. Puisque pour que je doive de la TVA, il faut que les deux événements soient intervenus, fait générateur et exigibilité. Donc là, effectivement, j'ai quelque chose qui est différent de ce que je viens d'évoquer en matière de livraison de biens, puisque en matière de livraison de biens, le paiement du prix est totalement indifférent. En matière de prestation de service, il ne l'est pas du tout. Il y a une raison particulière à ça? Il y a une différence entre les deux types de matières? Il y en a une qu'on peut imaginer, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, je ne les connais pas toutes. C'est que si vous considérez le cas des prestations de services qui s'échelonnent dans le temps, ça pose d'autres soucis. Prenez par exemple un expert comptable. Un expert comptable, il va établir la comptabilité de l'entreprise durant toute l'année. Il a conclu une convention avec l'entreprise, voilà, il va facturer tant au titre de l'année, d'accord, très bien, oui, mais là on est le 4 mars, il n'y en a pas beaucoup d'exécutés de sa prestation encore. Donc le fait générateur est intervenu pour ce qui est fait. Si on peut dissocier la prestation, oui, il intervient pour ce qui est fait. L'exigibilité, elle, n'est pas intervenue, elle n'interviendra que lorsque le prix sera payé. Ça peut être une raison, elle n'est pas forcément absolue, et il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Peut-être aussi lié au fait qu'il y ait une obligation de résultat, c'est-à-dire que si effectivement la prestation elle est mal effectuée et que le client décide de ne pas payer, ça ne peut pas... Pas forcément. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous parce que ça fait partie d'un des aspects qu'on verra la fois prochaine. Il y a distinction totale entre les notions fiscales et les notions juridiques. Parce que vous pouvez aussi avoir ça en matière de livraison de biens. J'envoie un lot de pièces détachées et puis il arrive, il est moitié cassé. Qu'est-ce qui se passe? Le fait générateur et l'exigibilité sont intervenus, mais c'est une livraison de biens. Donc je la dois à la TVA. S'il a dit qu'il ne voulait pas prendre le bien, il le retourne, il n'accepte pas la livraison. Ah ben, il accepte, mais il n'en accepte que la moitié, parce qu'il accepte la moitié qui n'est pas cassée. Moi j'invente, mais d'ailleurs on l'aura dans la fiche de TD ça. Par hasard. À ce moment-là, je vais effectivement pouvoir régulariser. On ne va pas me demander de garder à ma charge ou de payer de la TVA sur une livraison qui n'a pas été faite puisqu'elle m'a été retournée. Mais, vous voyez, donc on peut retrouver effectivement votre exemple aussi en matière de livraison de biens, mais la solution n'est pas la même. Ça ne se passe pas de la même façon. Donc, voilà. Dans le cas de livraison partielle de biens, on livre partiellement, si on doit livrer tous les trimestres, la TVA sera due sur la livraison partielle? Oui. Oui, complètement. Alors après, on peut avoir une question sur les acomptes. Il y a plein de questions en matière de TVA. Vous demandez un acompte, on vous passe une commande, vous demandez un acompte. TVA, pas TVA. Ben non, la livraison n'est pas intervenue. Donc vous avez le droit de facturer un acompte hors taxe sans ajouter de TVA, puisque le fait générateur et l'exigibilité ne sont pas intervenus. Pour ça je vous dis, ce ne sont pas que des théories fiscales, ce sont des choses qui ont des répercussions tout à fait pratiques et auxquelles on se raccroche lorsqu'on a effectivement des questions
des discussions sur des opérations. Vous avez simplement, si je reviens aux prestations de service, donc exigibilité au moment du paiement du prix, vous avez une possibilité pour les entreprises d'opter pour ce qu'on appelle la TVA sur les débits. Vous connaissez peut-être cette mention que vous voyez quelquefois sur des factures, TVA payée sur les débits, vous voyez quelquefois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une option. Ça veut dire que l'entreprise a choisi d'avancer l'exigibilité de la TVA, qui à ce moment-là n'est plus à l'encaissement du prix, mais avance à la date de facturation. Alors on me dirait quel intérêt, parce que ça fait payer à l'entreprise la TVA plus tôt. C'est simplement un intérêt pratique, et on s'aperçoit qu'en pratique, tous les opérateurs qui ont opté pour la TVA qu'on appelle TVA sur les débits, ils ont une obligation de mentionner sur leur facture, lorsque c'est le cas. Ce sont les gens qui ont un grand nombre de factures pour des petits montants. C'est France Télécom, c'est les opérateurs de télécommunications, c'est EDF, c'est tous ces opérateurs-là. Pourquoi? C'est très simple, parce que leur logiciel qui fait la facturation, il envoie directement la TVA dans les comptes de TVA, on la paye au trésor, et c'est plus facile de régulariser les quelques dizaines de milliers de factures qui seront impayées, plutôt que de faire les centaines de millions de factures, peut-être pas centaines de millions quand même, plutôt que de traiter toutes les factures au moment où on reçoit les paiements. Voilà, c'est une raison pratique. Financièrement, c'est pas spécialement intéressant, puisqu'on avance le moment de l'exigibilité, mais en pratique, finalement, ces entreprises-là s'y retrouvent. Il n'y a plus à gérer ensuite que les factures qui seront impayées, et où là, on régularisera la TVA, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les livraisons. Voilà. Si vous regardez bien sur votre facture d'EDF, vous avez marqué quelque part, en tout petit dans un coin, ce que tout le monde lit bien sûr tout le temps, TVA payée sur les débits. Voilà pour ces deux notions donc, de fait générateur et d'exigibilité, qui, encore une fois, n'ont cours qu'en matière de TVA. Le principe, si je reviens au principe, c'est effectivement que dès lors que je facture une prestation ou une livraison de biens, je facture de la TVA. Je parle dans l'ordre interne français, pour l'instant. Peu importe la situation de mon client, de celui qui va me payer la TVA. Ça, c'est un autre principe aussi. On est toujours dans la TVA sur l'ordre interne, franco-français. À partir du moment où je vends un bien, ou alors je réalise une prestation de service, je vais, si j'agis en tant qu'acteur économique indépendant, je suis dans le champ d'application de la TVA et je vais facturer de la TVA à mon client. Ensuite, lui, que va-t-il en faire? C'est son problème par rapport à son statut fiscal au regard de la TVA à lui. Est-ce qu'il pourra normalement la déduire, comme je viens de vous l'expliquer, ou est-ce que va intervenir quelque chose qui ne lui permettra pas de déduire? C'est son problème à lui, mais moi ça ne change rien. Je lui facture dans tous les cas, indépendamment de ce que lui pourra en faire. Ce qui veut dire que si mon entreprise vend à une autre entreprise qui va récupérer la TVA a priori, ou vend à un particulier qui ne va pas la récupérer, pour moi, c'est totalement neutre, je facture la TVA dans les mêmes conditions. Ensuite, le particulier, lui, ne récupère rien du tout, alors que l'entreprise la récupère, la déduit, c'est une autre chose. Voilà, c'est ce principe aussi qui intervient. Un autre principe aussi, en matière de TVA, c'est que, normalement, pour pouvoir déduire de la TVA facturée par mes fournisseurs, biens ou services, peu importe, je dois obligatoirement facturer de la TVA à mes clients. C'est une conséquence du principe que j'évoquais en premier lieu, la déduction impôt sur impôt. Pour pouvoir déduire de la TVA sur un impôt, encore faut-il que j'ai de l'impôt à payer. Pourquoi est-ce que je pourrais ne pas avoir d'impôt à payer? Pour deux raisons qui sont encore des notions en matière de TVA. C'est ce qu'on appelle le champ d'application de la TVA ou l'exonération de TVA. On a deux notions qui sont particulières en matière de TVA aussi. C'est le champ d'application de la TVA. Alors le champ d'application de la TVA, c'est assez simple, il est maintenant très large. Je parlais tout à l'heure, et je vous donnais la définition en fait, et dans le champ d'application de la TVA, toute entreprise dans le secteur économique qui agit de manière indépendante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis un acteur économique, voilà ce que je cherchais, où je suis un acteur économique, où j'interviens à titre indépendant, je suis dans le champ d'application de la TVA.
Alors pourquoi cette définition? Bon, un acteur économique, on comprend. Une entreprise, dans le droit, en France, ça n'existe pas. Vous ne trouverez jamais le mot entreprise dans un texte juridique, parce que ça n'existe pas. C'est une notion économique, c'est une notion sociale, c'est une notion fiscale, probablement, pas juridique. Bon. Agissant à titre indépendant, c'est tout simplement pour éliminer du champ d'application de la TVA les salaires. Un salarié ne facture pas de la TVA à son entreprise dont il est salarié. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas à titre indépendant. Et c'est justement cette définition qui nous la donne. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je facture un bien, un service, une livraison, ce que vous voulez, je suis en principe dans le champ d'application de la TVA. Mais il est possible pour l'État d'édicter des exonérations de TVA. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont être dans le champ d'application de la TVA par la nature de leur activité, une activité économique exercée à titre indépendant, et qui pour autant vont faire l'objet d'une disposition législative qui les exonère de TVA, et vous en connaissez évidemment tout autant que moi, c'est par exemple tout le secteur médical ou paramédical. Vous allez chez le médecin ne vous réclame pas de la TVA sur la note d'honoraires. Eh bien parce qu'il est exonéré. Pourtant, c'est un prestataire de service, il vous rend un service, il agit à titre indépendant, il n'est pas salarié, donc il est dans le champ d'application de la TVA. Et c'est parce qu'il fait l'objet d'une disposition législative d'exonération de TVA. Pour une raison qui est simple, si le médecin facturait la TVA, ça ferait payer 20% de plus à la sécurité sociale. C'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps que ça existe, cette exonération. Et il en est ainsi de toutes les professions paramédicales, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des dentistes, tout ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au principe que je viens d'évoquer, être exonéré de TVA, c'est finalement une punition fiscale, j'entends. Pourquoi? Parce que si vous remémorez le principe que je viens d'exposer, selon laquelle déduction impôt sur impôt, ça veut dire si je ne facture pas de TVA à mes clients, comment? Oui, je paye la TVA à mes fournisseurs, mais je ne pourrai pas la déduire, donc effectivement mon coût de revient sera le prix TTC et non pas le prix hors taxe. Vous avez raison. Ça veut dire que si je ne facture pas de TVA sur mon chiffre d'affaires, à mes clients à moi, mes fournisseurs, je vais leur payer la TVA, puisque je vous disais, ils me facturent, peu importe à qui ils ont affaire. Et c'est ensuite mon statut fiscal qui va déterminer si je peux déduire ou pas. Eh bien, si je suis médecin, mon statut fiscal va faire que je ne pourrai pas déduire la TVA. Je vais en payer sur tout ce que je vais acheter, comme tout le monde, mais je ne pourrai pas déduire la TVA que j'ai payée. Alors, la construction européenne, pour ça, a remis un petit peu la France sur les rails. En matière de champ d'application de la TVA, la France était la championne de la considération d'activités hors champ d'application de la TVA. Par exemple, lorsque la TVA européenne, où je vais venir dans un instant, a été mise en œuvre au 1er janvier 1993, les honoraires d'avocat étaient hors de la TVA. Il faut considérer que la prestation d'un avocat, c'était hors du champ d'application de la TVA. Sanction par la Cour de justice européenne, vous n'y êtes pas du tout, c'est bien une activité de prestation de service rendue à titre indépendant, ça doit rentrer dans la TVA. Depuis, il y a la TVA sur les honoraires d'avocat. Plus récemment, il y a une petite dizaine d'années, on a eu la même chose, mais alors là avec une discussion âpre du gouvernement français de l'époque, sur les péages d'autoroute. Il n'y avait pas de TVA sur les péages d'autoroute. Hurlement de nos voisins européens, c'est pas normal, c'est une prestation qui est rendue. Re-hurlement de l'État français qui disait pas du tout, c'est une taxe. Et on parlait de la TVA sur une taxe, vous pensez bien. Et finalement, la Cour de justice européenne a tranché, elle a dit ben non, c'est pas une taxe. Parce que vous ne payez pas un péage d'autoroute en fonction de votre qualité de contribuable, mais en fonction de votre qualité d'usager d'une portion d'autoroute. Si vous circulez sur 20 km, vous n'allez pas payer la même chose que si vous circulez sur 500. C'est donc proportionnel au service que vous utilisez. C'est la rémunération d'un service rendu par une société qui agit comme un acteur économique à titre indépendant. C'est donc dans le champ d'application de la TVA. Alors l'État a bien essayé une sorte de baroud d'honneur en disant « Oui, mais c'est justement pas suffisant du tout. Si vraiment c'était la contrepartie du service, il faudrait les multiplier par 10, les tarifs d'autoroute.
C'est ce qui avait été indiqué, hein, j'invente pas. Et là, la Cour européenne a dit, c'est pas mon problème. Le niveau de prix que vous fixez, est-ce que ça vous rémunère bien, trop, pas assez, c'est pas mon problème. Il y a cette notion d'acteur économique qui agit à titre indépendant, qui facture un prix qui est proportionnel et qui est donc la contrepartie d'un service qu'il rend. Vous êtes dans le champ d'application de la TVA et le niveau auquel vous fixez votre prix, c'est pas mon problème. Donc depuis la TVA sur les péages d'autoroute. Voilà, ces deux exemples. Et bon, en fait, toutes les prestations, mis à part les salariés, qui n'agissent pas à titre indépendant, justement, sont pratiquement maintenant dans le champ d'application de la TVA. Il y en a une, c'est les dividendes. Parce que justement, ce n'est pas une prestation. Si vous percevez un dividende, là, ce n'est pas seulement exonéré, c'est hors du champ d'application de la TVA, parce que ce n'est pas une prestation. Le dividende que je perçois, qui est lié à la détention d'un certain nombre d'actions d'une société, je n'ai pas rendu un service. Je n'ai pas livré un bien. Donc il n'y a pas d'activité économique à laquelle... Indirectement, l'entreprise a exercé une activité économique pour pouvoir me payer un dividende. D'accord, mais le dividende n'est pas la contrepartie d'un service ou d'une livraison dont je bénéficie. Donc là, il est hors champ d'application de la TVA. Je ne dirais pas que c'est la seule chose, parce que je me tromperais peut-être, je n'ai pas une vue peut-être complètement exhaustive, mais c'est pas loin. Le reste est dans le champ d'application, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir un certain nombre d'exonérations qui sont très limitées, puisque la Commission européenne s'attache, et a laissé d'ailleurs aux pays membres, la faculté d'édicter des exonérations à la condition qu'elles soient justifiées par une préoccupation nationale. Bon, là, effectivement, tout le secteur médical et paramédical, on vient d'en parler, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Justement, le chirurgien dentiste, par exemple, qui achète son matériel, Oui, il ne peut pas il déduire la TVA. Son prix de revient, c'est le prix, il achète son fauteuil qui coûte, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps passer, 250 000 €, eh bien, il ne peut pas déduire la TVA. Pour lui, son coût de revient, c'est le coût TTC. Parce que justement, il est exonéré de TVA, il ne facture pas de TVA à ses patients. Ah oui, oui, tout à fait. C'est le principe. Déduction impôt sur impôt, vous ne facturez pas l'impôt à vos clients, et vous ne le faites pas parce que là, vous ne pouvez pas le faire, c'est une exonération légale, eh bien, vous ne pouvez pas déduire la TVA en amont. Voilà le principe. Alors, justement... Ah oui, exact, vous avez aussi une exonération sur tout ce qui est directement lié à l'argent. Je dis directement lié à l'argent. Vous empruntez de l'argent, vous avez raison auprès d'une banque, vous ne payez pas de TVA sur les intérêts, vous avez découvert, vous ne payez pas de TVA sur les agios. Par contre, vous avez un compte titre dans une banque où vous avez mis quelques titres dessus qui vous appartiennent, on vous facture des frais de... qu'on appelle ça ? Des droits de garde, merci. Ces droits de garde sont soumis à la TVA parce que c'est plus la contrepartie de l'argent lui-même. C'est une prestation de service que la banque vous rend. Vous voyez, donc c'est très compliqué pour les banques en matière de TVA. Parce qu'elles ont à la fois des prestations qui sont exonérées de TVA obligatoirement, tout ce qui concerne la rémunération de l'argent lui-même, agio, intérêts, etc. Elles ont des prestations qui sont soumises à la TVA, par exemple, je parlais des droits de garde tout à l'heure sur un compte titre, et puis elles ont des prestations qui en même temps peuvent être, qui sont exonérées, mais pour lesquelles elles peuvent éventuellement opter pour les soumettre à la TVA. Par exemple, les frais de gestion des SICAV ou des fonds communs de placement. Ça, c'est exonéré, mais les banques ont la possibilité, sur option de leur part, de les soumettre à la TVA. Alors, vous le voyez, il y a l'aspect fiscal. Fiscalement, si on s'arrête là, on dit oui tout de suite. C'est parfait. Je vous disais tout à l'heure qu'être exonéré, c'est une punition fiscale. Ben, être assujetti à la TVA, c'est très bien. Ça permet de réduire son coût, puisque mon coût de revient, il sera 20% de moins. Au lieu d'être le prix TTC, de mes approvisionnements, ça sera le prix hors taxe. Oui, mais ça dépend. Et là, on quitte le domaine fiscal pour arriver dans le domaine économique, commercial. À qui je m'adresse comme client ? Eh oui, mais le client final, c'est qui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même va récupérer la TVA ou pas ? Autrement dit, mes fonds communs de placement ou mes SICAV, je les vends à des entreprises. Si je les vends à des entreprises, je m'en fiche, je peux leur facturer la TVA. Elles-mêmes, elles la déduiront. Mais si mes clients sont des particuliers, ça revient à augmenter de 20% mes frais de gestion, parce que le particulier ne va pas récupérer. Alors au début que cette option a été possible, tout le monde a opté. Puis une fois que l'option a été finie, puisqu'elle était pour une durée de 6 ans, tout le monde a résilié l'option dans les banques. Voilà, comme quoi effectivement, il y a l'aspect fiscal qui est indubitablement intéressant, et puis
Il y a l'aspect économique et commercial qui lui fait que ce n'est pas forcément intéressant selon la clientèle à laquelle on s'adresse. Voilà, je voudrais voir un petit... Oui. Cette notion d'impôt sur impôt, elle s'applique sur tout l'exercice fiscal de l'entreprise. C'est-à-dire que si au départ, une entreprise qui démarre, elle a investi en immobilisation fortement, et elle ne peut pas forcément faire du chiffre les premiers mois. Ça, c'est pas grave. Voilà, donc ça, on cumulera. Ça va être reporté, tout à fait, exactement. Oui, complètement. Il faut que votre chiffre d'affaires, lui, soit soumis, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. Complètement. Un gros appendice, et c'est le quatrième point, je vous ai dit, il y a 3 régimes, puis j'ai évoqué autre chose, qui était les assujettis partiels. Je vous ai dit, le médecin, il est exonéré, donc il ne déduit aucune TVA. L'entreprise qui vend de la chaudronnerie industrielle ou qui travaille dans ce domaine-là, elle déduit toute la TVA. Et vous m'avez fourni l'occasion de parler des activités financières et des banques. Et je vous ai dit, elles ont forcément certains pans de leur chiffre d'affaires soumis à la TVA et d'autres pas. Eh bien, ça fait d'elles ce qu'on appelle un assujetti partiel. L'assujetti partiel, et je suis toujours dans l'ordre interne de la TVA, l'assujetti partiel, c'est l'entreprise qui va avoir une fraction de son chiffre d'affaires qui supporte la TVA et une fraction de son chiffre d'affaires qui ne supporte pas la TVA. Typiquement, vous avez là-dedans toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance. Parce que vous payez une prime d'assurance, une prime d'assurance, c'est exonéré de TVA. C'est un autre exemple aussi. Quand vous payez une prime d'assurance, vous avez bien d'autres taxes dessus, certes, selon le domaine, selon ce que vous assurez, si c'est une maison, un appartement, une voiture, etc. Mais vous ne payez pas de TVA sur les primes d'assurance. Eh bien, ça veut dire que pas de TVA sur le chiffre d'affaires, l'assureur ne peut pas déduire sa TVA. En revanche, il a des prestations de services qu'il peut rendre, et là, il va facturer de la TVA. Exactement comme la banque qu'on évoquait à l'instant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va faire de ces entreprises-là ce qu'on appelle des assujettis partiels, c'est-à-dire des gens qui vont être partiellement assujettis à la TVA, qui vont partiellement facturer de la TVA sur leur chiffre d'affaires, donc sur ce qu'ils vont facturer à leurs clients, et partiellement pas. Eh bien, ce régime a été profondément modifié en 2008. Jusqu'à 2008, on avait un système très simple, mais pas très juste. C'est-à-dire qu'on faisait un prorata simple entre le chiffre d'affaires soumis à TVA et le chiffre d'affaires total. Au numérateur, le chiffre d'affaires soumis à TVA. Au dénominateur, le chiffre d'affaires total de l'entreprise. On en ressortait un pourcentage et l'entreprise déduisait sa TVA sur la base de ce pourcentage-là pendant toute l'année. Et l'année suivante, on revérifiait pour savoir si ça avait modifié ou pas. On faisait ça annuellement. Très simple. Mais peut-être très injuste dans certains cas aussi. Imaginez une entreprise qui a à la fois une activité industrielle et qui est aussi une holding, qui détient des actions de sociétés du groupe. Elle va percevoir des dividendes. Or, je vous ai dit il y a quelques minutes que les dividendes étaient hors du champ d'application de la TVA. Alors, si j'achète un camion, est-ce qu'il sert plus pour percevoir les dividendes ou pour l'activité industrielle ? Probablement pour l'activité industrielle. Mais si mes dividendes représentent 30% de mon chiffre d'affaires, je ne vais pouvoir déduire que 70% de la TVA sur le camion. Donc c'est très simple. Oui, mais c'est très injuste. Parce que mon camion, il y a de fortes chances qu'il va servir à 100% pour l'activité industrielle et pas du tout pour l'activité d'encaissement de dividendes. Donc, pour que ça soit juste pour l'entreprise, il faudrait que je puisse déduire 100% de la TVA sur le camion, quitte à ce que je déduise 0% de la calculatrice du comptable qui va servir uniquement à calculer les dividendes. J'invente. Eh bien, le régime de 2008 est beaucoup plus complexe, mais il est plus juste. Alors, à choisir. Le régime de 2008, que nous allons appliquer, ne vous inquiétez pas, vous le verrez, vous aurez les documents dans la fiche, on abandonne ce prorata général fondé sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et on s'attache aux approvisionnements, aux biens, aux services que j'ai achetés dans mon entreprise. Et on va déterminer un coefficient pour chacun des biens. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple, le camion que j'ai acheté, eh bien,
à hauteur de combien va-t-il être affecté à une activité soumise à la TVA? Dans mon exemple, probablement 100%. Et ce coefficient qui va me servir à savoir combien je vais pouvoir déduire de TVA sur l'achat du camion est lui-même le produit de 3 coefficients. Je vous ai dit que c'était plus juste mais plus compliqué. Le premier, c'est l'affectation du bien. Vous aurez tout ça dans la fiche, bien sûr. Le premier, c'est l'affectation du bien, c'est ce que je viens de dire. À quelle activité le bien est-il affecté concrètement par mon entreprise? À l'activité industrielle? Bon, alors 100%. Le deuxième, c'est le coefficient qui me permet d'appliquer la loi fiscale. Est-ce qu'il y a une disposition fiscale qui m'interdirait de déduire la TVA sur ce bien? Parce que même si il sert à une entreprise et à une activité soumise à TVA, n'y a-t-il pas une disposition fiscale qui m'interdit? Si une disposition fiscale m'interdit de déduire la TVA sur ce bien-là, le deuxième coefficient va être de 0. Et le troisième coefficient, c'est effectivement l'issue du calcul. À partir du moment où j'en ai un qui est à 0, forcément, je ne vais pas pouvoir déduire la TVA. Par exemple, mon camion, admettons, c'est un beau exemple, mais il sert à l'activité industrielle, donc normalement, activité soumise à TVA, premier coefficient 100%. Ensuite, par contre, imaginons que j'ai une disposition qui interdise de déduire la TVA sur les camions. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Si j'ai un deuxième coefficient qui est à 0, le produit, après, je peux mettre ce que je veux, de toute façon, j'aurai 0 au bout du compte. Je ne pourrai pas déduire. Et comme ça, on arrive à effectivement quelque chose qui est plus juste, puisque, au bout du compte, je vais avoir un coefficient qui va me permettre de déduire la TVA sur chaque bien par rapport à l'utilisation réelle du bien dans l'entreprise et à son statut fiscal. Alors c'est compliqué, en même temps ça se gère dans un logiciel sans problème, et c'est plus juste pour l'entreprise puisque ça règle le problème des assujettis partiels. Et donc ces assujettis partiels, eh bien on va regarder pour chacun des biens qu'elles achètent ce qui peut être déductible comme TVA et quel est l'intérêt. Si je reprends l'exemple des sociétés financières des banques que j'évoquais tout à l'heure, vous allez comprendre facilement pourquoi elles se sont engouffrées un petit peu dans la possibilité que leur a donné le législateur au départ, c'est-à-dire d'opter pour l'assujettissement à la TVA pour les frais de gestion des SICAV et des fonds communs de placement. Et puis au bout d'un moment, elles se sont rendues compte que dans la clientèle qui achetait ces fonds ou ces SICAV, il y avait beaucoup de particuliers. Donc pas intéressant, ça renchérissait les coûts de gestion. Mais surtout, qu'est-ce qu'elles ont comme TVA à déduire? On achète un logiciel quelquefois? Oui, d'accord, si j'achète un logiciel à un fournisseur informatique, là, il va me facturer de la TVA. Mais dans la gestion d'un fonds commun de placement ou d'une SICAV, il y a beaucoup, si j'ose dire, de matière grise, c'est-à-dire de personnel. Et les salaires, ça ne supporte pas la TVA. Donc, le raisonnement qui a été fait, c'est je renchéris mes coûts de gestion, ce qui me défavorise sur le plan concurrentiel, éventuellement, commercialement, par rapport à mes clients particuliers, alors que dans un second temps, la pénalisation que j'évoquais tout à l'heure, je disais que c'est une punition d'être exonéré de TVA, qui résulte de l'absence de déductibilité de la TVA en amont, elle n'est pas gigantesque, puisque la majorité de mes frais généraux, ce sont des salaires, et qu'ils ne supportent pas la TVA. C'est un calcul à faire. Et là, on commence à entrer dans la gestion de la fiscalité, et de la TVA, précisément. Qu'est-ce qui est intéressant pour mon entreprise? Est-ce que c'est mieux d'opter, de ne pas opter, lorsque j'ai le choix, évidemment? Ça commence à être effectivement de la gestion de la TVA, et non pas du calcul de l'impôt. Voilà ce régime interne, donc, ce principe déduction impôt sur impôt, avec son corollaire qui est l'assujetti partiel. Vous verrez tout ça, puisque tous les critères, effectivement, les coefficients, vous avez tout ça résumé dans un petit tableau. J'ai trouvé ça sur Internet un jour, je trouvais ça bien fait, donc je vous l'ai mis. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave, c'est juste. N'est-ce pas? Deuxième régime, la TVA intracommunautaire. Non, je vais parler des exportations, en deuxième. TVA intracommunautaire, on la fera en dernier, parce que c'est un principe différent. Alors, deuxième régime de la TVA, les exportations.
Les exportations, je vous en ai un petit peu parlé au début tout à l'heure, c'est en fait une gigantesque exception à tout ce que je viens d'évoquer à l'instant. Mais c'est curieux. Voilà. Avant 1993, on entendait, vous avez raison, par exportation tout ce qui partait hors de France, biens ou services. Depuis le 1er janvier 1993, évidemment, on entend, puisqu'on a institué un régime de TVA intracommunautaire qu'on verra dans un instant, on a redéfini ça, et tout ce qui est exportation, c'est tout ce qui est hors Union européenne. Donc tout ce que je vends hors de l'Union européenne, prestation de services, vente de biens, livraison, tout ce que vous voulez, bénéficie de ce régime des exportations, qui est purement et simplement, je vous le disais, une gigantesque exception, c'est-à-dire que je ne facture pas de TVA à mon client, mais je conserve le droit de déduire la TVA que j'ai payée à mes fournisseurs. Je vous disais, c'est radicalement le contraire de ce que je viens d'évoquer pendant un quart d'heure. C'est une exception. De longue date d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas été créée récemment du tout. C'est une mesure, je vous le disais tout à l'heure, de faveur à l'égard des exportations. C'est destiné évidemment à favoriser le commerce extérieur, donc c'est une entorse au principe déduction impôt sur impôt. Je ne facture pas de TVA à mon client hors Union européenne, mais je conserve le droit de déduire la TVA que j'ai payée à mes fournisseurs. Eh bien oui, dans ce cas-là, effectivement, très bonne remarque, je vais déduire sur quoi ? Eh bien, je vais avoir une entreprise qui risque, dans certains cas, d'être chroniquement en position créditrice, c'est-à-dire que c'est le Trésor qui va me devoir de l'argent. Puisque si je n'ai pas de matière pour pouvoir la déduire, si je ne vends que à l'exportation, imaginons, je m'approvisionne en France et je vends tout à l'exportation. Pure supposition, c'est peut-être rare. Je vais effectivement être de manière chronique, tous les mois, en position de crédit de TVA. C'est-à-dire, c'est le Trésor qui va me devoir de l'argent. Eh bien oui. Ma déclaration de TVA sera créditrice, c'est pas moi qui devrais faire un chèque quand je vais la déposer, c'est le Trésor qui va me rembourser. Complètement. Ça peut durer éternellement comme ça. Ah bah oui. Donc à un moment que l'État décide de faire un chèque. Ah bah oui, si, c'est-à-dire que c'est remboursable maintenant tous les mois à peu près. C'est-à-dire que si je suis régulièrement exportateur, si je suis régulièrement en position de crédit de TVA, je peux me faire rembourser. Et l'État me remboursera la TVA. Une société comme Total qui, dont l'activité est à l'export, donc empoche tous les mois beaucoup de cash du Trésor. Ah bah oui. Oui, complètement. C'est valable pour toutes les sociétés qui exportent régulièrement. Alors, attention, il faut que la TVA, je vous disais, la périodicité, elle est mensuelle, et elle regroupe toutes les opérations faites par l'entreprise, c'est-à-dire celles à l'exportation comme les opérations internes. Donc, effectivement, si globalement elle est en position créditrice, oui, elle aura un remboursement de TVA. Complètement. Maintenant, il se peut que les activités internes génèrent de la TVA due, de la TVA collectée, qui compense éventuellement le crédit. Mais ça, on le sait à la fin du mois quand on fait la déclaration de TVA. Ça, c'est le régime des exportations. Il est simple. Et je voudrais terminer par le régime de la TVA intracommunautaire. Donc le petit dernier, même si ça fait 20 ans, puisque il s'est appliqué au 1er janvier 1993. C'est un régime qui est totalement différent. Il ne participe pas de ce principe de déduction impôt sur impôt. C'est un régime qui est fondé sur l'auto-liquidation de la TVA. Voilà, je l'ai prononcé. Je vais me permettre d'insister un petit peu parce que on s'aperçoit pratiquement chaque année, lorsque par le plus grand des hasards ce sujet tombe à l'examen, que finalement, je ne sais pas si on a mal expliqué ou si on a mal été compris, mais qu'en gros, c'est pas compris. Alors que le principe est relativement simple, c'est vrai qu'effectivement, après, il faut le décliner dans l'application concrète. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe de l'auto-liquidation de la TVA ? L'auto-liquidation. Pourquoi auto-liquidation ? Eh bien, parce que si je suis une entreprise française, ça marche dans tous les sens entre tous les pays de l'Union européenne, bien sûr. Les États ont juste mis 10 ans à se mettre d'accord sur ce principe, qui d'ailleurs génère une évasion fiscale phénoménale parce que personne ne contrôle rien. Mais c'est pas grave. Si je suis entreprise française et que je vends un bien ou une prestation à un client ressortissant d'un autre État européen, je vais facturer la TVA
je ne vais pas facturer, de TVA, je vais facturer hors taxe ma prestation ou ma vente. Donc, un peu comme dans l'ordre des exportations. Mais, après, c'est plus la même chose. Ça veut dire que pour moi, entreprise française, si je vends et si mon client est ressortissant d'un pays européen, je n'ai pas d'obligation au regard de la TVA, aucune. Parce que c'est mon client, dans le pays d'où il est résident, pays européen par hypothèse, qui lui va avoir les obligations à sa charge. Et on verra lesquelles dans un instant, parce que je vais prendre l'opération inverse, évidemment. Parce que les opérations que va devoir faire mon client ressortissant d'un pays européen autre que la France, elles seront soumises aux droits du pays dans lequel il réside. Prenons l'opération inverse maintenant. Je suis toujours entreprise française, je me fournis chez un fournisseur de l'Union européenne, allemand, italien, belge, peu importe. Eh bien, le même principe va s'appliquer, c'est-à-dire que mon fournisseur va me facturer hors taxe, ne va pas me facturer de TVA. Par contre, le principe de l'autoliquidation fait que c'est moi, entreprise française, qui vais avoir à ma charge de procéder aux déclarations de TVA. Quelle déclaration ? Là, on applique le principe général quand même. Un principe d'ailleurs que je n'ai pas énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que je puisse déduire une TVA, il faut encore que je puisse justifier de l'avoir payée. Sinon, ça s'appelle de l'escroquerie. Si je déduis une TVA que je n'ai jamais payée au trésor, c'est pas beau du tout. Ça se fait, hein. Bon, faut pas le faire trop longtemps. Faut vite disparaître et recréer une autre société après, parce que sinon ça se voit très vite. Mais là, le problème, alors dans l'ordre interne que j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y avait pas de problème. J'avais payé cette TVA, puisque je l'ai payée à mon fournisseur. Il me l'a facturé, dans la facture, j'ai un justificatif que je l'ai payé, il n'y a aucun problème. Là, je ne l'ai pas, ce justificatif, puisque mon fournisseur européen m'a facturé hors taxe. À partir de là, quel va être le justificatif ? Eh bien, c'est là qu'intervient ce principe d'autoliquidation. C'est moi, acheteur, moi, client, qui sur ma déclaration de TVA, donc déjà, ça ne s'applique qu'aux entreprises assujetties à la TVA. C'est-à-dire que si vous ou moi, en tant que particulier, nous achetons un bien à quelqu'un qui est résident d'un autre État européen ou à un fournisseur, même professionnel, d'un autre État européen, ça ne s'applique pas, parce que nous ne sommes pas, vous ou moi, assujettis à la TVA. Donc ce régime-là ne va pas s'appliquer, puisqu'on ne fait pas de déclaration de TVA en tant que particulier. En revanche, si je suis maintenant une entreprise qui fait des déclarations de TVA en France, je vais devoir porter dans ma déclaration de TVA, admettons que l'opération se fasse aujourd'hui 4 mars, eh bien dans ma déclaration de TVA du mois de mars, donc que je vais déposer au mois d'avril, je vais devoir porter la TVA sur les 100 que j'ai payés à mon fournisseur italien, sur ma déclaration de TVA, à la fois dans la rubrique de TVA collectée et dans la rubrique de TVA déductible si j'ai le droit de la déduire. Alors en général, on me dit toujours, soit je comprends rien, soit à quoi ça sert ? Ça sert à rien. On n'a pas payé de TVA à son fournisseur et on doit déclarer. Voilà. Sauf qu'en matière fiscale, C'est pas zéro. ça peut ne pas faire zéro. Ok. Je m'explique. Porter la TVA dans la colonne TVA collectée, ça veut juste dire que je l'ai payé. Et ça me permet de justifier que j'ai payé la TVA. Ben non, c'est pas faux, parce que si vous la portez dans la colonne TVA collectée dans votre déclaration de TVA, admettons que je n'ai fait qu'une seule opération dans le mois de mars, cette opération-là. Si je porte la TVA dans la colonne TVA collectée, quand je vais déposer ma déclaration de TVA, je vais avoir quoi à faire ? Il va falloir que je paye le montant de la TVA correspondant. C'est faux, parce que je ne l'ai pas collecté. Oui, mais ça, TVA collectée veut dire TVA à verser au trésor, en fait, dans ce cas-là. Dans l'ordre interne, la TVA que j'ai collectée sur mes clients, ça veut dire qu'il faut que je la verse au trésor. Donc je peux déduire la TVA, etc. C'est ce que j'évoquais, que j'ai payé à mes fournisseurs. Mais ça veut dire que celle qui est collectée, c'est celle que je dois au trésor.
Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Si je porte cette TVA dans la colonne TVA collectée, et effectivement, je l'ai payée à personne, mais je vais la payer au Trésor. Hein? Imaginez, je n'ai rien fait d'autre, j'ai fait que cette opération-là. Dans le mois de mars, j'ai acheté pour 100 à mon fournisseur italien. Je porte dans ma déclaration de TVA, dans la colonne TVA collectée, 19,6. J'ai rien fait d'autre. J'ai pas acheté d'approvisionnement et je n'ai rien, j'ai rien acheté d'autre et j'ai rien vendu. Mais quand je vais déposer ma déclaration de TVA de mars, le 15 ou le 20 avril, il va bien falloir que je paye 19,6 à l'État, au Trésor. D'où le fait que j'aurais bien payé cette TVA. Et puis ensuite, à côté, dans la colonne TVA déductible, si j'ai le droit de déduire la TVA, je vais la déduire. Alors, c'est vrai, vous avez raison, en trésorerie, ça va faire 0. Nous sommes d'accord. Mais, si je vous disais que ça peut ne pas faire 0 en matière fiscale, c'est que la fiscalité est mathématique, quelquefois, ça fait moyennement ménage. Non, c'est parce que un autre principe est que j'évoquais tout à l'heure, vous ne pouvez déduire une TVA que si elle est justifiée. Quel est le justificatif du paiement de la TVA? Ce que j'ai dit tout à l'heure, certainement pas la facture. Dans l'ordre interne, c'est la facture de votre fournisseur qui vaut justificatif. Là, elle ne vaut rien du tout en la matière, puisqu'il n'y a pas de TVA sur la facture de votre fournisseur italien. Eh bien, le justificatif vis-à-vis du Trésor en cas de contrôle, que vous avez payé cette TVA, c'est le fait que vous l'avez portée dans la colonne TVA collectée ou TVA due au Trésor. Ça va valoir pour vous, pour votre entreprise, justificatif que vous avez bien réglé cette TVA. Et si vous l'avez réglée et que vous êtes capable d'en justifier, ça vous donne le droit formellement de la déduire. C'est-à-dire que si vous déduisez une TVA, si mes fameux 19,6 que j'ai payé, que j'ai pas payé d'ailleurs, correspondant aux 100 que j'ai payé à mon fournisseur italien, je ne les mets que dans la colonne TVA déductible. 1. J'ai pas de justificatif que je l'ai payé, sur le plan formel, c'est pas beau du tout. 2. J'ai escroqué l'État parce que j'ai déduit une TVA que je n'ai jamais payée à personne. Puisque, comme vous venez de me faire remarquer, je ne l'ai pas payé à mon fournisseur, mais je ne l'ai pas non plus payé au Trésor. Donc je ne l'ai payé à personne. C'est encore moins beau. Ça veut dire qu'effectivement, dans l'hypothèse où l'entreprise est un assujetti total à la TVA, effectivement, en trésorerie, ça va faire 0. Ne confondez jamais la comptabilité, la fiscalité et la trésorerie. Ça fait 3 choses différentes. Et puis le droit en plus, mais ça on en verra la fois prochaine. Merci. Excusez-moi, quand les TVA sont payés, c'est-à-dire qu'on a plus de TVA... TVA, pardon? Enfin, J'ai pas compris. quand on achète un fournisseur donc italien, un produit qui vaut 100, on a, mais par ailleurs on a des opérations en France où on va collecter, donc dans nos déclarations on aura un montant X de TVA collecté, un montant X de TVA déductible, et ça va être difficile de trouver un justificatif de la TVA inhérente à notre opération intracommunautaire qui va être noyé dans la masse, par exemple, des opérations comme ça. Ah oui, bien sûr. Dans votre déclaration de TVA, vous allez reprendre les grandes masses. Mais si vous êtes contrôlé... De toute façon, il n'y a pas de contrôle a priori de l'administration fiscale. Le contrôle, il a lieu qu'à posteriori. Mais vous, pour aller remplir votre déclaration de TVA, vous allez bien devoir, quelque part de votre comptabilité, avoir un compte de TVA, vous aurez tout le détail. C'est ça que vous devrez produire au vérificateur quand il va venir vous voir. Et là, le simple fait que dans le détail de votre TVA qui vous a servi à remplir l'imprimé, on remplira ensemble l'imprimé dans une séance, le simple fait que vous l'ayez porté en TVA collectée vous servira de justificatif que vous avez bien payé la TVA et vous permettra de la déduire. Donc, je disais au final, si effectivement vous êtes un assujetti total à la TVA, c'est-à-dire vous pouvez déduire toute votre TVA, au final en trésorerie ça fera 0. Je suis d'accord, vous allez mettre 19,6 en TVA collectée, 19,6 en TVA déductible. Point. Pas de problème. Si par contre vous êtes un assujetti partiel et que l'achat que vous avez fait à votre fournisseur italien sert à la fois à une activité soumise à la TVA et une activité qui n'est pas soumise à la TVA. Reprenez le cas de ma holding tout à l'heure qui a à la fois une activité industrielle. Il faut reprendre les critères. Admettons, on les a fait, les coefficients dont je parlais tout à l'heure. On arrive, ce bien-là, c'est la prestation d'un expert comptable. Vous avez fait appel, c'est complètement idiot ce que je dis. Vous avez fait appel à un expert comptable italien, il faudrait vouloir, qui va vous faire la comptabilité. La comptabilité, elle va servir à la fois au domaine industriel et au domaine de gestion de portefeuille d'actions, de la holding. Admettons, votre prorata, c'est 60%. Ah, là, ça ne va pas faire 0,0. Parce qu'en TVA collectée, vous allez mettre 19,6. Mais en TVA déductible, vous allez mettre 60% de 19,6. C'est pas 0 là.
si vous êtes assujetti partiel. Ça n'est égal à 0 que par une coïncidence, c'est-à-dire quand vous êtes un assujetti total à la TVA. Donc, si je reprends l'utilité, mis à part que c'est le principe qui est dans la loi, bon, et dans la directive européenne, de cette auto-liquidation de la TVA, ça veut dire, 1, que les obligations pèsent sur l'acquéreur du bien ou du service, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si c'est moi qui vends, je ne m'occupe de rien en matière de TVA. 2, que j'ai l'obligation de porter cette TVA obligatoirement dans la partie TVA collectée, ou TVA due au trésor, pour que ce soit plus exact. 3, que je vais pouvoir, comme dans l'ordre interne, déduire cette TVA en fonction de mon statut par rapport à la TVA, du statut du bien par rapport à la TVA. C'est-à-dire, en clair, si je suis assujetti total, je déduis 100%. Si je suis assujetti partiel, je ne déduirai qu'à hauteur de la quote-part que je peux déduire. Et j'aurais bien fait tout conformément au principe de la TVA, simplement avec une déclaration formellement différente. Voilà ce principe, ce qu'est le principe de l'autoliquidation. Alors, comme je n'ai pas insisté dessus, mais comme ce n'était pas assez compliqué, la directive européenne a mis en place un système aussi d'autoliquidation, mais qui est différent pour les, vous l'imaginez bien, ou ça pose un autre problème, les prestations de transport intracommunautaire. Selon que le client du transporteur est résident d'un État, le transporteur peut être résident d'un autre, le point de départ des marchandises et le point d'arrivée des marchandises. Je vous en fais grâce, nous en aurons quelques applications dans la fiche qui parle de la TVA en matière de transport intracommunautaire, puisqu'il y a donc deux sous-systèmes différents, celui des prestations de services et des livraisons de biens que je viens d'évoquer, et celui des transports intracommunautaires, où là, on ne peut pas l'inventer, on vous a mis un petit tableau qu'on a pris dans un ouvrage fiscal, on suit le tableau pour savoir qui doit déclarer, dans quel pays et comment. Prenez par contre, juste comme principe, pour vérifier si par hasard ce genre de truc-là tombait à l'examen, ou même dans le cadre des fiches ou d'entreprise tout simplement, pour vérifier ce qui se passe, si vous arrivez à conclure que c'est une entreprise italienne qui est redevable d'une TVA française, c'est forcément faux. Tout comme l'inverse d'ailleurs. Hein. On va croire que j'en fais aux Italiens après. C'est forcément faux. Pourquoi ? Parce que ce principe-là débouche forcément, donc à partir du moment où vous avez effectivement déterminé qui est le redevable de la TVA, c'est-à-dire qui doit la payer au Trésor, il ne peut la payer qu'au Trésor de l'État dans lequel il est résident. C'est pour ça que j'évoque ça. Donc, si effectivement vous arrivez à quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ce principe-là, dites-vous bien, c'est qu'il y a un problème, c'est pas juste. Donc, si on doit appliquer la TVA d'un pays étranger, les taux sont éventuellement donnés. Oui, bien sûr, mais de toute façon, une entreprise française n'aura jamais à appliquer et à déclarer et à payer de la TVA étrangère. C'est pas possible. La TVA déduite pour une compagnie étrangère, c'est pas la TVA qu'ils vont déduire de ce que le client a payé. Il faut déjà savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas de la TVA. Et il n'y en a plutôt pas. Mais j'ai vu le cas, c'est très mal connu, j'ai vu le cas il n'y a pas très longtemps, où une entreprise s'est adressée à un avocat allemand pour gérer un contentieux qu'elle avait en Allemagne, et l'avocat il a gentiment envoyé une note d'honoraires en appliquant la TVA allemande. On l'a appelé, on lui a renvoyé sa facture en disant « Cher ami, justement, vous connaissez l'autoliquidation ? Non, pas du tout. Ah ben justement, vous allez le faire, c'est-à-dire que vous allez me renvoyer votre facture sans TVA. » Ce qu'il a fait effectivement sans aucun problème. Voilà, concrètement ce que ça donne. Parce que si effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, si effectivement, moi, entreprise française, je vais payer de la TVA à un prestataire allemand, je ne pourrais pas la récupérer, la déduire en France. Et je ne pourrais pas non plus aller la déduire en Allemagne, puisque je n'ai pas d'implantation en Allemagne. D'où l'utilité de ce régime d'autoliquidation. Donc on lui a dit, vous nous refaites la facture sans TVA, et nous, on autoliquidera sur notre déclaration de TVA en France. Tout à fait, c'est le principe. Voilà. Et pour les produits qu'on importe, les produits importés hors UE, ils sont soumis à la TVA. Oui, alors là c'est compliqué. Oui, dans le principe, oui. C'est-à-dire que soit la TVA est perçue en principe, elle est perçue par les services douaniers au moment des formalités de dédouanement des produits, hors Union européenne, importation, tout à fait. Alors il peut y avoir des systèmes d'entreprises qui travaillent en franchise, c'est-à-dire qu'elles importent sans payer à la douane, par contre elles déclarent sur leur déclaration de TVA, c'est plus compliqué.
Mais en principe, oui, dès que ça rentre sur le territoire français, les importations, c'est taxé à la TVA française. Pour les particuliers, si on importe une entreprise étrangère de l'Union européenne, donc on les facture sans TVA. Non, parce que vous n'allez pas l'auto-liquider, vous ne faites pas de déclaration de TVA, moi non plus d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, on va en général vous facturer la TVA du pays, point. Par voie de simplification, votre fournisseur allemand, italien, il va vous facturer le produit, sauf certains qui pratiquent ce qu'on appelle la vente en détaxe, mais ça c'est plutôt... Dans l'Union européenne, ça se fait quasiment plus, parce que les services fiscaux des différents pays veillent à ce que ça ne se fasse plus. C'est plutôt à l'exportation hors Union européenne. En général, on va vous facturer la TVA du pays, point, terminé, vous l'aurez payé, terminé. Le carrousel à la TVA, exactement, c'est par une arnaque de fausse facture ou pas? Oui, le principe, juste en un mot, je ne vais pas vous expliquer tout parce que ça ferait beaucoup trop long, ça vise à déduire de la TVA qu'on n'a jamais payée, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est presque de l'escroquerie. Ça vise par un jeu de fausses factures de prestations qui n'ont jamais existé, enfin de vraies factures mais pour des prestations qui n'ont jamais existé, à permettre d'avoir un justificatif comme quoi la TVA a été payée, et ensuite la société dite taxi, elle, fait des belles déclarations de TVA, comme elle est créditrice comme un exportateur, eh bien, elle récupère la TVA, comme il n'y a jamais eu de prestation à la clé, elle reverse en espèces ce qu'elle a récupéré du trésor public. Voilà, en 2 mots, en quoi ça consiste. Ça ne marche pas longtemps. Le principe d'autoliquidation, il ne favorise pas à ce que les entreprises aient envie finalement de plutôt aller à l'exportation plutôt que de vendre dans leur propre pays. Si, mais c'est un peu le but, hein. La fiscalité vise à favoriser les exportations. Donc là, c'est histoire de vraiment favoriser Le commerce extérieur. intracommunautaire. Intracommunautaire et encore plus hors communauté européenne pour les exportations, oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment une mesure interventionniste qui vise à favoriser les exportations, qui existe depuis très longtemps. Voilà. Quand une entreprise fait faillite avant d'avoir payé la TVA, l'État peut se retourner contre le client ou le fournisseur pour réclamer la TVA? Non. Non, le redevable fiscal, c'est lui qui doit. Voilà, donc suite le 25 mars pour les impôts directs de l'entreprise. Et la suite. Merci.